Bienvenue à cette séance d'information au sujet de l'appel de proposition, la sécurisation culturelle, l'expérience et les besoins des personnes des Premières Nations et Inuits ayant sollicité le réseau de la santé et des services sociaux. Merci de vous joindre à nous et surtout de votre intérêt pour ce concours. Ce dernier s'inscrit dans le cadre des actions concertées et est issu d'un partenariat entre le Fonds de recherche, les Fonds de recherche du Québec, Fonds Société et Culture, et le ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec les partenaires des Premières Nations et Inuits, membres du comité aviseur sur la sécurisation culturelle du M3S. Mon nom est Valérie Beausoleil et je suis responsable de programme à la direction des actions concertées du Fonds Société et Culture. Je suis bien entourée aujourd'hui. Je suis accompagnée de la directrice aux actions concertées, Nathalie Roy. Elle me soutiendra pour répondre aux questions que je vous invite d'ailleurs à inscrire en continu dans la section Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Nous y répondrons au fur et à mesure de la présentation, selon la teneur de la question, bien sûr. Vous aurez aussi le choix de poser votre question de façon anonyme ou non, selon votre préférence. Je suis également accompagnée par des partenaires aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous Marie-Hélène Lemay, conseillère aux affaires autochtones à la Direction des affaires autochtones au ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous avons également avec nous Isabelle Roy, conseillère senior en orientation et en coordination de la recherche à la Direction de la recherche au ministère de la Santé et des Services sociaux également. Donc, merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, je viens de terminer le mot de bienvenue. J'enchaînerai dans quelques instants avec une brève présentation de la programmation des actions concertées dans laquelle s'inscrit le présent concours. Les règles en vigueur sont les mêmes pour nos concours dits réguliers, mais il y a quand même certaines petites particularités. Ensuite, nos partenaires rappelleront le contexte du concours, ses objectifs, les retombées auxquelles on s'attend avec cette action concertée, avant qu'on passe aux besoins de recherche plus spécifiques pour ce concours. Et puis le dernier point portera sur le processus d'évaluation et les conditions du concours. Je précise qu'il s'agit d'une séance d'information qui ne pourra pas couvrir tous les aspects du concours et que l'information qui a de la valeur légale se trouve dans l'appel de proposition. Donc, pour ce qui est du programme des actions concertées, donc les actions concertées offrent une programmation qui se distingue de nos autres programmes par justement l'approche partenariale. Comme le nom le dit, hein, il s'agit de programmes qui veulent concerter tous les joueurs autour d'un enjeu sociétal. Communauté de recherche, représentants d'organismes publics, milieux d'utilisateurs potentiels, etc. Donc, les besoins de connaissances ou de fédération de la recherche proviennent de milieux d'utilisateurs potentiels. Le plus souvent, comme le cas présent, c'est des ministères qui deviennent notre partenaire financier. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est eux qui défraient 100% des coûts. Donc, à la base d'une action concertée, il se trouve une entente de partenariat qui fixe les règles de ce maillage. Les règles et les règles du partenariat, c'est les règles qui correspondent aux valeurs et aux principes du fonds. Et c'est valable pour tous les financements offerts dans nos programmes. Le M3S a donc fait le choix de conclure un partenariat avec le fonds pour donner aux actions concertées le mandat d'organiser un concours pour faire appel à la communauté de recherche au Québec et ce, en respectant nos règles. Parce qu'il y a une distinction très importante, c'est que les fonds octroient des subventions de recherche et non des contrats, et donc veillent à l'intégrité du processus. Cela veut dire qu'en confiant au fonds l'organisation du concours et la gestion du financement, les partenaires assurent d'avoir accès à des recherches indépendantes qui répondent aux standards d'excellence et aux normes en vigueur en recherche. Et puis, l'excellence est assurée par un processus d'évaluation indépendant. Puis, la liberté académique et la propriété intellectuelle ne peuvent pas être mises en question. Et les résultats des recherches financées dans nos programmes sont publics. Les partenaires des actions concertées pratiquent donc un certain lâcher-prise pour combler leurs besoins de connaissances dans le but de financer les meilleures recherches et en contrepartie, on les intègre à certaines étapes du processus, notamment en l'élaboration de l'appel de proposition hein, qui traduit leurs besoins, à l'évaluation de la pertinence et au comité de suivi pour nous assurer que les besoins de connaissances
seront répondues. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, je cède maintenant la parole à Marie-Hélène et à Isabelle pour présenter le contexte, les objectifs, les retombées attendues ainsi que les besoins spécifiques à ce concours. Merci Valérie. Bonjour à tous et à toutes. Hi. Mon nom est Marie-Hélène Lemay. Je suis conseillère en affaires autochtones à la Direction des affaires autochtones du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je serai la présentatrice principale aujourd'hui pour le ministère. Je suis accompagnée de 3 collègues. D'abord, Mme Isabelle Roy de la Direction de la recherche qui pourra me venir en renfort lors de la présentation en apportant des précisions. Ensuite, dans la section clavardage, pourront intervenir 2 autres de mes collègues, donc je les nomme, de la direction de la recherche, Mme Maria Magdalena Gouraud, et de la direction des affaires autochtones, M. Jean-François Lapointe. Je tiens aussi à mentionner que les partenaires Inuits et les partenaires Premières Nations qui ont contribué aux réflexions du présent projet et qui ont aussi participé à la rédaction en co-création de l'appel à proposition ont été invités à la rencontre aujourd'hui. Donc, si vous êtes présents, je vous salue. Le contexte du concours est important, c'est pourquoi je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer. Comme vous le constatez, il est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette action concertée-là, en fait, elle est financée conjointement par 2 directions du ministère, soit la direction de la recherche et la direction des affaires autochtones. C'est pourquoi nous sommes toutes les 2 directions représentées aujourd'hui. Je vais glisser sur le second élément, mais je vais y revenir ensuite. Au niveau du contexte, en novembre 2020, très peu de temps après le décès tragique de Mme Joyce Echaquan et aussi dans le contexte là, de la publication du rapport de la commission Vient, 2 ministres, messieurs Christian Dubé et Yann Lafrenière, ont annoncé un investissement de 15 millions de dollars pour la mise en place d'actions structurantes qui visent l'implantation de l'approche de sécurisation culturelle dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, à la suite de cette annonce, la Direction des affaires autochtones et son comité aviseur en sécurisation culturelle ont co-créé un plan global d'implantation de la sécurisation culturelle pour la période de 2020 à 2025. Le comité aviseur en sécurisation culturelle a été mis en place en 2018 dans l'objectif d'élaborer un guide sur la sécurisation culturelle, qui a d'ailleurs été publié en 2021. Et il est composé de plusieurs partenaires, Premières Nations, des partenaires Inuits également, de représentants d'instituts d'expertise, mais aussi de représentants des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, particulièrement ceux qui ont une forte population autochtone ou qui sont un peu plus avancés dans l'implantation de la sécurisation culturelle. Le projet de recherche en tant que tel, c'est le fruit de plusieurs commentaires, réflexions, constats qui ont été faits, entre autres, lors des rencontres du comité aviseur. Le plus grand de ces constats-là, c'est surtout l'absence de données sur l'utilisation que font les Premières Nations et les Inuits des services de santé et des services sociaux, et surtout de l'expérience qu'ils en ont. Il y a eu des témoignages lors de la commission Vient, mais on n'a pas vraiment de données de recherche à ce sujet-là. En plus, les systèmes de collecte d'informations qui sont utilisés dans le réseau de la santé et des services sociaux n'ont pas été conçus pour identifier des données à partir d'origine à partir de l'origine ethnoculturelle. Donc, nous aurions bien voulu pouvoir nous appuyer sur des données solides pour concevoir notre plan global d'implantation de sécurisation culturelle, pour bien cibler les actions priorisées, mais on ne pouvait pas le faire à ce moment-là. Donc, c'est pourquoi on a tous collaboré pour mettre en place ce projet de recherche-là, le projet d'action concertée. Prochaine diapo. Au niveau des objectifs et des retombées attendues. Au niveau des objectifs du concours, comme vous le voyez, donc ce qu'on souhaite, c'est de réaliser un portrait qualitatif des personnes des Premières Nations et des personnes inuites ayant sollicité le réseau de la santé et des services sociaux. Vous allez voir au niveau du premier élément, vous allez noter l'expression « ayant sollicité le réseau de la santé et des services sociaux ». On a fait ce choix-là parce que nous souhaitions inclure les personnes qui ont demandé des services, mais qui ne les ont pas nécessairement reçus. Je continue, réaliser un portrait qualitatif de leur utilisation des soins et des services, documenter leur expérience à cet égard. Donc, c'est très important l'expérience des usagers pour bien déterminer nos objectifs d'intervention. Ensuite, réaliser un portrait qualitatif des personnes des Premières Nations et Inuits n'ayant jamais sollicité les soins et les services offerts par le réseau pour répondre à leurs besoins relatifs à leur santé et à leur mieux-être.
Donc, dans une visée de rendre les soins plus culturellement pertinents et sécurisants, ça nous est apparu très important d'inclure les personnes qui ne demandent pas de services et qui n'en reçoivent pas de la part du réseau de la santé. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cet élément-là. Comprendre les motifs pour lesquels ils ne sollicitent pas les réseaux, les services du réseau lorsqu'ils ont des besoins en santé et en services sociaux. Documenter, le cas échéant, leurs besoins en matière de santé et de services sociaux, donc pour, évidemment, dans l'objectif de les desservir. Comprendre leur conception, leurs besoins et leurs attentes en matière de soins et de services culturellement sécurisants. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les retombées attendues. Donc, je l'ai placé depuis le début de ma présentation. Comme vous le voyez, affiner la compréhension de l'utilisation des soins et des services par les Premières Nations et les Inuits et l'expérience qu'ils en ont. Et aussi alimenter les réflexions en soutien à la prise de décision en matière de sécurisation culturelle dans les établissements de santé et de services sociaux. Comme vous le savez, on en est au début de l'implantation de la sécurisation culturelle, bien que notre plan global d'implantation est en train d'être terminé, donc notre première période de 2020-2025, on continue d'implanter la sécurisation culturelle. Donc, ce sera très important d'alimenter nos réflexions et de bien cibler ce sur quoi on va travailler. Prochaine diapo. Au niveau des besoins spécifiques, on a mis des considérations importantes. Elles sont issues ici de commentaires, réflexions de nos partenaires des Premières Nations, les partenaires inuits également. Vous allez trouver dans l'appel à proposition et ici également sur la présentation PowerPoint des documents qui ont été considérés comme des incontournables par les organisations de Premières Nations inuits qui sont nos partenaires sur ce projet-là. Donc, on les a nommés ici. Le protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador, la National Inuit Strategy on Research, le cadre de recherche, de référence en recherche par et pour les Autochtones en milieu urbain au Québec. Si depuis la publication de l'appel à proposition et entre-temps d'autres documents de type protocole de recherche seraient publiés, on souhaite également qu'ils soient respectés. Donc, en ce qui concerne la pluralité des réalités, donc le troisième élément, ce qu'on veut dire ici, ce à quoi on fait référence, c'est par exemple la réalité des gens qui vont vivre en milieu urbain, en milieu périurbain ou en communauté ou en village nordique. On fait aussi référence à la diversité linguistique chez les Premières Nations et les Inuits, aux cultures aussi qui sont très différentes et qui sont propres aux différentes nations. Donc, ce genre d'éléments-là. J'ai glissé aussi sur le deuxième élément. Les personnes intéressées sont invitées à définir leur démarche dans une philosophie de recherche participative, bien sûr. Prochaine diapo. Aussi, au niveau des besoins spécifiques, on souhaite répondre à 2 besoins précis. Donc, le premier, réaliser un portrait qualitatif des personnes des Premières Nations et Inuits ayant sollicité le réseau. Donc, on l'a mentionné plus tôt. Réaliser aussi un portrait qualitatif des personnes Premières Nations et Inuits qui n'ont jamais sollicité les soins et les services offerts par le réseau pour répondre à leurs besoins relatifs à leur santé et à leur mieux-être. Et notre deuxième besoin, comprendre la perspective des personnes des Premières Nations et Inuits. J'attire votre attention sur le dernier élément de la diapositive. Non, c'est correct, sur la prochaine, c'est bon. C'est bon, Valérie, merci. Donc, je vais les reprendre ici, puis j'attirer votre attention à la fin. Donc, réaliser un portrait qualitatif pouvant aussi inclure des statistiques descriptives, donc des personnes Premières Nations et Inuits, incluant leur utilisation des soins et des services, leur expérience des soins et des services, incluant leur degré de satisfaction en termes de sécurisation culturelle. On a mis notamment ce qui concerne la pertinence, l'accessibilité, la continuité des soins et des services demandés reçus. Ça pourrait être la qualité également, ainsi que des éléments de contexte ayant exercé une influence sur leur expérience. Donc, qu'est-ce qui a influencé leur expérience? Et leurs besoins et attentes en matière de soins et de services culturellement sécurisants. Et le point B, réaliser un portrait qualitatif pour inclure aussi des statistiques descriptives pour les personnes qui n'ont jamais sollicité les services du réseau de la santé. Donc, vous avez les motifs ici pour lesquels ils ne sollicitent pas les services du réseau lorsqu'ils en ont besoin et aussi les besoins qu'ils ont. Ce portrait devra tenir compte de la diversité des caractéristiques des personnes, parce que chaque personne, bien qu'elle soit autochtone, a bien sûr des caractéristiques différentes, de sa communauté et de la nature des soins et des services sollicités. Donc, le dernier élément
la nature des soins et des services sollicités. Ce qu'on veut dire ici, c'est que comme la population autochtone sollicite des soins et des services de toutes sortes, nous tenons à ce que ce soit reflété dans le projet, dans le portrait. Donc, on parle de services de santé, mais aussi de services sociaux, on parle de services aux jeunes, mais aussi aux adultes, aux aînés, aussi des services par rapport à différentes problématiques ou thématiques, donc périnatalité, en urgence, en santé mentale, en diabète, etc. Donc, on veut que ce soit assez large. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comprendre la perspective des personnes des Premières Nations et Inuits. Donc, je ne lirai pas le reste de la diapo, je vous laisse la lire, mais ce qu'on souhaite ici, on souhaite attirer votre attention ici, c'est sur le fait qu'un des principes les plus importants de l'approche de sécurisation culturelle, et c'est d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises dans notre guide sur la sécurisation culturelle qu'on a fait avec le comité aviseur, c'est que c'est les personnes qui sont directement concernées qui peuvent nous dire si leur expérience des soins et des services est culturellement sécurisante ou pas. Donc, les perspectives des usagers Premières Nations et Inuits, c'est donc des éléments cruciaux pour guider le réseau de la santé et des services sociaux dans la suite des travaux d'implantation et de maintien aussi de la sécurisation culturelle. Prochaine diapo. Les autres aspects pour accroître la pertinence des propositions. Donc, je vous nomme un peu les éléments pour accroître la pertinence. Ici, compte tenu de la complexité du caractère multidimensionnel des questions abordées, il est suggéré de privilégier une approche multidisciplinaire tenant en compte tous les types de savoirs, donc scientifiques, mais aussi expérientiels, traditionnels autochtones, etc., qui sont jugés pertinents pour l'atteinte des objectifs. Ici, il faut... Oui? Ah, ça a coupé, excusez-moi. Je continue. Ce que je veux dire, c'est que dans un projet qui traite de sécurisation culturelle, qui porte sur la sécurisation culturelle, c'est important aussi que le projet en soi soit culturellement sécurisant pour les personnes Premières Nations et les personnes inuites qui sont impliquées dans le projet. Ce sont elles qui ont l'expertise. Et leurs savoirs expérientiels et traditionnels sont des plus importants et doivent vraiment être respectés, être mis sur le même pied d'égalité que les savoirs scientifiques. Le deuxième élément, la présence de chercheuses ou de chercheurs des Premières Nations ou Inuits au sein des équipes de recherche sera considérée comme un atout, de même que celle d'étudiants ou de patients partenaires autochtones. En ce qui concerne ce second élément-là, une nuance importante est requise. Les personnes autochtones impliquées dans le projet doivent faire pleinement partie de l'équipe de recherche. Leur présence ne doit absolument pas être accessoirisée. Donc, voilà, ça dit ce que ça dit. Prévoir une stratégie de présentation de l'avancement des travaux ainsi que du rapport de recherche, donc frais, modalités, langage accessible aux partenaires des Premières Nations et des Inuits avant que celui-ci ne soit diffusé au grand public. Cette stratégie devrait impliquer les partenaires des Premières Nations inuites dans l'organisation d'ateliers de transfert de connaissances afin de permettre les échanges et le dialogue avec les parties prenantes. Les organisations Premières Nations inuites nous l'ont dit à plusieurs reprises, elles participent souvent à des projets de recherche et ça arrive souvent, fréquemment, c'est arrivé par le passé, qu'une fois qu'elles ont été sollicitées pour participer au projet, après, elles n'en entendent plus parler. On ne leur présente pas les résultats de la recherche pour lesquelles elles ont participé. Et pour les organisations Premières Nations inuites, c'est complètement inacceptable. Alors, il n'est pas question qu'on travaille de cette façon-là dans le cadre de ce projet-ci. Donc, on va faire autrement. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ces conditions-là. Donc, ça conclurait pour moi. Merci. Je te repasse la parole, Valérie. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ces explications. Donc, d'ailleurs, je vous invite dès maintenant à commencer à poser vos questions en lien avec le contexte et les objectifs directement dans la section questions et réponses. Donc, ça, je vais répondre pour le suite de la présentation. Donc, pour ce qui est de l'évaluation, le déroulement, c'est en deux étapes et c'est organisé et encadré par le Fonds de recherche du Québec, Fonds Société et Culture. La première étape, l'évaluation de la pertinence, se fait sur la base de la pré-demande et sert à sélectionner les propositions qui répondent à l'appel, qui sont donc jugées pertinentes. Concrètement, le fonds reçoit du partenaire une liste qui propose des personnes qui représentent le partenaire ou collaborent avec le partenaire de l'action concertée. Dans le cadre de ce concours précis,
des partenaires autochtones membres du comité aviseur du M3S siégeront, entre autres, sur le comité de pertinence. Le fonds, une fois qu'il reçoit la liste de personnes, on fait un tri qui sert à exclure toute situation de conflit d'intérêts potentiel avec les personnes candidates. Les personnes restantes, suite à ce petit tri, participeront au processus d'évaluation et devront évaluer les pré-demandes selon trois critères. Donc, l'adéquation du projet aux objectifs et aux besoins énoncés dans l'appel, les retombées anticipées et la mobilisation des connaissances. Je vous invite à consulter l'appel de proposition pour prendre connaissance des sous-critères et de bien démontrer dans le formulaire de pré-demande comment votre proposition répondra à chacun des sous-critères. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un exercice de démonstration et que les membres du comité évaluent seulement ce qui est écrit dans la pré-demande. Il faut donc être très explicite dans la présentation de son projet. Donc, par exemple, même si à la suite de la lecture de votre projet, les évaluateurs pourraient par eux-mêmes penser à des retombées intéressantes et utiles sur la base de ce que vous avez écrit, ils pourront seulement les prendre en compte dans leur évaluation si c'est écrit noir sur blanc dans la prédemande. C'est donc à vous de convaincre les évaluateurs de manière explicite de la pertinence de votre projet dans le cadre de cet appel précis. Je rappelle aussi que les membres du comité, à ce stade-ci, donc le comité de pertinence, ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des professionnels du gouvernement et des gens du milieu. Il faut donc ajuster son langage pour ce public. Puis comme pour nos autres comités, le fonds mandate ici également le ou la présidente qui va mener les délibérations. On assure l'exclusion d'évaluateurs ou d'évaluatrices en conflit d'intérêts et on veille également au traitement équitable des prédemandes, bref, hein, à l'intégrité du processus. Et le tout est confidentiel justement pour éviter toute influence indue en amont ou après. À l'issue de cette étape, donc à l'issue du comité de pertinence, les équipes seront informées du résultat et seules les équipes seules les équipes dont la prédemande est jugée pertinente sont invitées à déposer une demande de financement complète. Ces équipes reçoivent une fiche de rétroaction qui résume les commentaires du comité de pertinence, donc des commentaires, des suggestions d'amélioration. Et puis, cette fiche est également mise à la disposition des membres du comité d'évaluation scientifique. C'est là le seul pont entre les deux étapes d'évaluation. Autrement, le compteur part à zéro. Il n'y a donc aucun cumul entre les deux évaluations. Puis le comité scientifique, lui, est composé, comme pour nos programmes réguliers, est composé de pairs experts, donc chercheurs, chercheuses recrutés par le fonds et qui ont pour mandat d'établir un ordonnancement des demandes selon leur qualité scientifique et ce, selon les quatre critères suivants. Donc, il y a la qualité du projet, les compétences de l'équipe, la pertinence et l'ampleur des retombées anticipées et des stratégies de mobilisation des connaissances, et puis la contribution à la formation de la relève. Ici aussi, nous vous invitons vraiment à prendre connaissance des sous-critères et vous assurer que votre description démontre la capacité de répondre à chacun des sous-critères. Et puis le résultat, c'est qu'il y aura un seul projet financé à l'issue du processus, à l'équipe dont la demande a reçu la meilleure évaluation scientifique. Le comité est donc souverain. Comme dans nos autres concours, donc nous, le fonds et le partenaire, nous sommes tenus de respecter l'ordonnancement établi par le comité des pairs selon l'excellence des propositions soumises. Le rôle du partenaire dans le comité scientifique est celui d'observateur sans droit de parole, donc un témoin qui doit attester de la conformité du processus. L'action concertée prévoit ensuite plusieurs outils, mécanismes pour assurer un partage dynamique des activités, des connaissances et des résultats de recherche. Donc, l'équipe qui sera financée devra notamment participer aux rencontres de suivi avec le partenaire. Donc, ce sont des rencontres qui visent à permettre au partenaire de comprendre le projet en cours et puis d'échanger avec l'équipe. Ce qu'on veut surtout, c'est que les partenaires soient déjà au courant des activités et puissent déjà commencer à envisager les retombées possibles. L'équipe devra également, bien sûr, déposer son rapport d'étape de mi-parcours
ainsi que le rapport de recherche selon le format des actions concertées. Et puis finalement, à la fin, il y aura la rencontre de transfert de connaissances. Excuse-moi, Valérie, je voudrais Oui, juste t'arrêter ici pour apporter des informations là, importantes, en fait, des nuances là, des précisions à ce que tu as dit. Pour le comité d'évaluation de pertinence, les gens de la communauté seront évidemment des gens qui représentent les personnes des Premières Nations et les personnes inuites. Il va y avoir les professionnels du ministère, bien entendu, mais surtout les personnes qui représentent là, les Premières Nations et les Inuits. Et au comité d'évaluation scientifique, exceptionnellement pour ce concours-là, il y aura bien entendu quelqu'un du ministère de la Santé et des Services sociaux qui agira là, à titre d'observateur, mais on aura aussi là, au moins un observateur là, qui représentera les personnes Premières Nations et les personnes Inuits. tout à fait. Merci Isabelle pour les petites précisions. Donc, pour continuer ici, bon, on est bientôt à la fin du webinaire, mais c'est un petit récapitulatif des dates importantes. Donc, le formulaire de pré-demande et les documents à joindre sont attendus avant le 28 août 2024 à 16 heures via notre plateforme FRQNet. J'aimerais juste apporter une petite attention sur ce point. En fait, pour les FRQ, la date limite, c'est le 28 août, mais il est possible que votre établissement impose une date avant celle du 28 août afin qu'eux ils puissent valider votre prédemande avant de la soumettre au FRQ. Donc, je vous invite à vous renseigner auprès de votre établissement afin de voir s'il impose des délais plus courts que celles que nous, on impose afin d'éviter les mauvaises surprises. Puis à la suite, les résultats de l'évaluation de pertinence seront communiqués dans la semaine du 7 octobre. Les demandes complètes, incluant tous les documents à joindre, devront être transmis pour le 27 novembre avant 16 heures, également sur la plateforme FRQNet. Et puis l'annonce se fera pendant la semaine du 27 janvier 2025 pour un début des travaux pour le 1er février 2025. Donc, si vous avez des questions en lien avec l'appel de proposition, le processus de candidature ou le processus d'évaluation, n'hésitez pas à me contacter, moi, à l'adresse générique des actions concertées que vous voyez ici à l'écran. Pour des questions d'ordre technique, donc, par exemple, des problèmes en lien avec le formulaire, on vous invite à contacter notre collègue technicienne Elisabeth Pelletier, dont vous voyez les coordonnées ici à l'écran. Elle vous aidera avec plaisir. Donc, je vais cesser le partage d'écran et je vous remercie au nom du fonds et au nom notre partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux, d'avoir été présent ici aujourd'hui et pour votre intérêt et pour votre écoute. Merci beaucoup, Valérie. Alors, on glisse vers la période d'échange et de questions. Vous avez été invité à commencer à alimenter le fil questions et réponses. J'ai déjà deux questions qui se sont placées dans la file entre-temps. Donc, première question qui est importante. Est-ce que le projet doit répondre à l'ensemble des objectifs formulés dans l'appel de proposition? On en convient, vous avez pris la mesure de l'ambition de ce concours-là, de cet appel de proposition-là. Vous avez remarqué aussi qu'on a mis une enveloppe conséquente réalisant l'ampleur de l'ambition qu'on avait avec ce concours-là. Donc, la réponse, elle est oui. Il faut que vous soyez capable de démontrer comment, peut-être que certaines questions, vous êtes responsable de la faisabilité du projet. Donc, s'il y a des choix qui sont à effectuer, surtout dans les caractéristiques des populations, les choix que vous allez faire dans les nations, situations géographiques, etc. C'est à vous à démontrer comment les choix que vous faites, si vous pouvez pas tout couvrir, si les choix que vous faites, comment ils sont capables de produire des résultats néanmoins généralisables, ce qui est avec toutes les guillemets que je peux poser pour les capacités de généralisation sur ces thématiques-là. Donc oui, il faut couvrir l'ensemble des besoins et l'évaluation de pertinence va se faire sur cette base-là. Donc, c'est à vous à fournir la démonstration puis à bien argumenter les choix que vous ferez. Seconde question, j'allais dire un peu plus complexe, oui et non, en fait, sur les exigences dans l'appel de proposition. Les fonds de recherche, comme l'ensemble de la fonction publique québécoise, sont assujettis à la loi sur la langue française. Conséquemment, on exige effectivement que les documents soient remis au fonds et à ses partenaires en langue
française. On réalise bien que les populations qui sont couvertes ici représentent une variété linguistique beaucoup plus large. Je peux parler de la communauté anglophone, mais de toutes les langues des communautés autochtones qui sont touchées par cette couverte, par cet appel de proposition. Donc, c'est à vous à prévoir des frais de traduction à même la subvention. Là encore, quand on a travaillé les dépenses admissibles puis la teneur de la subvention avec le ministère de la Santé, on réalisait bien le besoin, l'importance, voire c'était crucial de pouvoir pour vous traduire les documents dans la langue, dans les langues de vos partenaires. C'est pourquoi aussi on a eu une demande rapidement, tout de suite après la publication de l'appel de proposition, pour faciliter vos liens avec les partenaires est-ce que vous pouviez avoir une traduction anglophone de l'appel de proposition? La réponse, c'est oui. Valérie, je ne sais pas où est-ce qu'on en est pour la publication de la version anglaise de l'appel de proposition. Peut-être que tu Elle peux est publiée, elle est en ligne, elle se trouve sur sur notre site web des fonds de recherche du Québec, sous le même titre. Donc, si vous tapez le titre de l'action concertée sur Internet, je pense que vous pourrez voir dans les deux langues. Si jamais vous ne trouvez pas facilement, écrivez à l'adresse Action concertée. Donc, je parlais des documents que vous avez fournis pour décrire l'action concertée. Effectivement, donc, on a été très réactifs dès la première demande d'une organisation autochtone dans la perspective que vous décrivez. On a fait traduire. Donc, si vous avez de la difficulté à la trouver sur notre site web, je sais qu'il y a des gens des bureaux de la recherche ici également, n'hésitez pas à passer par nous. Notre site est parfois mystérieux à naviguer. En cas de problème, n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui, Audrey nous dit qu'il faut choisir le site FRQ en anglais. Est-ce que le projet doit répondre oui? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs candidats principaux dans l'équipe? Bon, la réponse c'est oui et non. D'une façon administrative, on a besoin d'un lien ou d'une personne contact avec qui on va faire des discussions pour les redditions de comptes, les rapports financiers, etc. Donc, on vous demande un chercheur ou une chercheuse responsable à inscrire. Ça présume en rien de la façon dont vous allez partager le pouvoir dans la réalisation des mandats de recherche. Donc, vous pouvez vous appeler chercheurs principaux. Nous, on a besoin de quelqu'un qui est notre interface, qu'on appelle chercheurs principaux pour des raisons administratives. Donc, on vous invite à faire les aménagements qui vous apparaissent les plus convenables dans la description de vos projets de recherche, à la fois dans la pré-demande et dans la demande complète. Est-ce qu'il y a... Audrey, merci, a mis le lien pour accéder dans la file de discussion, a mis le lien pour accéder au document. Il n'y est pas, donc j'espère que le coup de pouce qu'Audrey a donné vous permet d'y accéder maintenant. Je n'aurai pas d'autres questions, sauf erreur. Là, ça arrive de deux endroits différents. Ça semble être tout. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? En fait, c'est très important. Les précisions que Valérie et Marie-Hélène vous ont faites sont très importantes. C'est-à-dire que, j'aime ta formule, Valérie, c'est votre devoir de démontrer au comité, de convaincre le comité que vous avez la capacité, par les choix que vous avez faits, que vous avez les capacités de répondre aux besoins qui sont énoncés dans l'appel de proposition, qui sont aussi d'un travail de médiation, concertation, collaboration qu'on a mis du temps à construire, que les gens du ministère ont mis beaucoup de temps à construire. Donc, c'est vraiment important de les prendre un à un. Les conseils qu'on peut vous donner, c'est vraiment d'avoir toujours un œil sur les critères d'évaluation, les sous-critères, comme le disait Valérie, croisés avec les besoins. Et c'est sur cette base-là, il n'y a pas de secret ou de préférence de nom de personne qui arrive. C'est des rumeurs. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est on prend les critères, on prend ce qui est écrit dans l'appel de proposition et ce que vous nous proposez. Et c'est sur cette base-là qu'on conduit l'évaluation de pertinence et de la même façon, l'évaluation scientifique avec le comité de pairs. J'ai une nouvelle question. Je pense, combien de projets seront financés? Un seul. La subvention est grosse, mais c'est pour un seul projet parce que c'est un choix qu'on a fait avec le ministère de ne pas vouloir scinder. On aurait pu découper les besoins puis en faire deux subventions différentes, mais on sait tout le travail de collaboration puis le travail nécessaire pour établir les partenariats pour réaliser ce projet-là, les liens de confiance qui sont à la base de ces collaborations-là. Donc, on a jugé plus productif et respectueux aussi pour les communautés qui seront approchées ou les interlocuteurs qui seront approchés de centraliser tous les besoins dans une seule subvention.
On vous invite d'ailleurs à faire des maillages entre vous parce qu'on réalise bien qu'il y a des différents champs disciplinaires. Puis certains chercheurs ont pas des accointances, mais des historiques de collaboration avec certaines nations plutôt que d'autres. Et c'est très bien ainsi. On sait à quel point les relations de confiance sont importantes. Mais on vous invite à faire des maillages entre vous pour avoir une proposition, des propositions fortes. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à plusieurs pour faire des propositions si ça vous apparaît convenable. Quel est le montant de la subvention? Prochaine question. J'y remonte, Valérie, si tu as l'information avant moi. Oui, c'est ça. Ben, en fait, la subvention a une valeur maximale de 899 446 plus les frais indirects de la recherche de 27%. Voilà. Voilà. Donc, tout près de 900 000. Exact. Puis toutes ces petites précisions sont également dans l'appel de proposition. Donc, si jamais vous vous reposez la question plus tard, toute l'information est conciliée dans un seul document qui est l'appel de proposition. Voilà, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je termine en remerciant vraiment en honorant la confiance que nous fait le ministère de la Santé avec ce dossier-là, puis tout le travail qui a été fait en amont pour arriver à cet appel de proposition-là qui s'est fait dans le plus grand respect des collaborations avec vos partenaires. Donc, merci beaucoup pour votre confiance, pour leur confiance également, puis on espère vraiment qu'à partir des résultats de ce projet-là, on va continuer la marche. Ça doit être une marche. On sait que c'est pas un grand saut qu'il faut faire, mais une marche pas à pas pour atteindre l'objectif d'un réseau de santé et services sociaux plus culturellement sécurisant. Alors, merci beaucoup d'embarquer dans l'aventure avec vous, avec nous tous pour nous permettre d'atteindre cet objectif-là. N'hésitez pas pour toute autre question à passer par Valérie Beausoleil à l'adresse Action Concertée. Il n'y a pas de mauvaises questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup à Valérie. Je te donne la parole pour le mot de la fin. Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à cette rencontre. Merci à Isabelle, à Marie-Hélène également d'avoir présenté et de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Audrey vient de le mettre dans le chat. Donc, il y a l'adresse du courriel des actions concertées. N'hésitez pas à écrire à cette adresse-là et je vous répondrai directement pour toute question. On peut également s'appeler si vous le préférez. Il n'y a aucun souci. Donc, merci tout le monde et je vous souhaite un excellent concours et puis une belle journée.